1830, l'Algérie est régie par les Ottomans. Donc l'Empire ottoman, c'est un empire qu'on retrouve, qui s'étend de l'Afrique du Nord, donc à la frontière du Maroc, et qu'on retrouve jusque dans les Balkans. Et donc l'économie de l'Algérie, alors c'est une économie, alors sur la côte, il y a ce qu'on appelait les corsaires, hein, c'était des bateaux qui sillonnaient la Méditerranée. Vers l'intérieur, l'Algérie était tournée vers sa profondeur du désert, donc il y avait des routes de commerce qui allaient d'Afrique du Nord jusqu'en Afrique de l'Ouest. Et donc, il y avait aussi de l'agriculture avec ces différentes géographies, pour les gens qui connaissent la géographie de l'Algérie, des céréales, des olives, de l'élevage, etc., etc. Les Ottomans sont arrivés, pardonne-moi de t'interrompre, sont arrivés en quelle année en Algérie? Alors ils sont arrivés autour du XVe siècle, ils sont installés progressivement, ouais. Puisque après la chute de Grenade et le départ notamment des Arabes et des Juifs d'Espagne, un départ progressif, eh bien, on a eu une poussée, notamment des Espagnols, des Portugais aux quatre coins du monde, et donc des menaces aussi sur l'Afrique du Nord, sur tout un tas de villes, en tout cas des menaces d'installation. Donc c'est l'extension progressive de l'Europe, notamment des Espagnols et des Portugais. Et donc les Ottomans arrivent un petit peu comme les sauveurs et s'installent essentiellement sur les côtes algériennes. Donc avec une gestion assez hiérarchisée de la société. Et durant cette période, d'ailleurs, on va assister à l'apport d'esclaves, notamment européens, qui vont être kidnappés sur la Méditerranée, mais pas que, hein, on va remonter jusqu'au Danemark. Donc il était fréquent d'avoir des esclaves européens qui, dans un certain nombre de cas, se sont mélangés à la société algérienne, donc sont devenus des renégats, c'est-à-dire qu'ils sont devenus, dans un certain cas, musulmans, et participaient parfois à des opérations de corsaires. Donc l'un des plus connus, c'est Cervantes, qui a été en captivité pendant quelques années à Alger. Il y a eu une traite des Blancs en Algérie, en fait. Il y a eu une forme d'esclavagisme, puisque c'était ça, on vendait des captifs à Alger, mais un certain nombre d'entre eux ont été intégrés, se sont ensuite mélangés à la société algérienne. Juste pour s'arrêter à 1830, parce que c'est la question qu'on a eue avant le débat, c'est pourquoi les Français rentrent en Algérie. Et donc il y a une question essentielle, au-delà de toutes les interprétations sur la question de la civilisation, toutes ces choses-là, c'est que ce qui intéresse la classe politique française, c'est le butin d'Alger, c'est-à-dire le trésor qui est sur Alger. Et il y a un ouvrage de Pierre Péan là-dessus qui parle, lui il fait une estimation de 4 milliards d'euros actuels pour estimer ce butin d'Alger et qui intéresse les Français. Donc c'est avant tout des considérations économiques qui intéressent les autorités françaises pour tout un tas de problèmes en interne, c'est-à-dire pour soudoyer une partie de la classe politique française. Et juste avant 1830, il y a des tensions entre la régence d'Alger et la France, puisque après la Révolution française, la France s'endette envers la régence d'Alger. Et il y a un non-remboursement pour faire très simple, de cette dette. On va rester sur la période juste avant 1830, Mackensen, si tu veux. Oui, je voulais juste dire sur la course barbaresque, il faut distinguer deux périodes pour la course barbaresque. Vous avez le 16e, 17e siècle, où la course barbaresque est vraiment très importante. Vous avez jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de captifs européens chrétiens à Alger, esclaves qu'on les appelle, alors que tout au long du 18e siècle, la course va diminuer. En moyenne, on a 2000 captifs à Alger. Et jusqu'en 1830, où on n'a plus que 122 prisonniers à Alger. L'esclavage des chrétiens est aboli, si je ne dis pas de bêtises, en 1816. En 1816, vous avez 122 captifs à Alger en 1830. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, le mythe de l'Alger ni de pirates, en 1830, c'est faux, c'est plus le cas. C'était le cas au 16e, 17e siècle. En 1830, il n'y a pratiquement plus de captifs à Alger, comme lorsque la France a pris la Bastille. Lorsque les Français ont pris la Bastille, les Parisiens ont pris la Bastille en 1789, il n'y avait plus que 6 ou 7 pauvres prisonniers dans la Bastille, dont la plupart étaient des fous ou autres. Donc en 1830, la course barbaresque est un mythe plus qu'autre chose. C'est-à-dire que la France ne vient pas pour mettre fin à la course barbaresque, d'autant plus que la France n'a pas à subir la course barbaresque. La France a de bonnes relations avec la régence d'Alger de ce point de vue-là. La course barbaresque ne concerne que les tout petits États italiens. Et donc la course, les grandes époques de la course, c'est le 16e, 17e siècle. Voilà. Et juste, quand on parle de course et pas de piraterie, en ce sens que la course on l'a fait pour un État. On paie une partie du butin à l'État et on fait la guerre que contre les États qui sont en guerre avec l'État d'Alger. Voilà.
Vous avez un micro, si vous voulez intervenir, demandez-le et on vous le transmet. Bah, la course, hein, c'est ce que font les corsaires, tout simplement. Donc à la différence de la piraterie, c'est-à-dire la course est faite pour un État, ou en tout cas en relation avec un État. À la différence de la piraterie, les pirates, ils travaillent pour eux-mêmes. Les corsaires, eux, ils sont en relation avec un État. En tout cas, ils font la guerre aux États qui sont en guerre avec l'État en question, avec l'État d'Alger. Voilà. C'est-à-dire que cette histoire de course, c'est pour se représenter un petit peu l'Algérie d'autrefois. L'Algérie d'autrefois, comme disait Liamin Soum, les Turcs ne sont pas venus comme ça par une opération du Saint-Esprit. Hein. C'est-à-dire que, vu qu'on a l'effondrement de Grenade d'un côté en Espagne, la montée de l'Inquisition catholique qui pourchasse jusqu'aux frontières méditerranéennes sud les populations arabes, mauresques, berbères, tous les Andalous, quoi. À côté, déjà Oran-Tamb, et les tribus berbères qui tenaient Alger, d'ailleurs on l'appelle, même chez les Algérois, de ceux qui connaissent, il y a des Algérois, on l'appelle Dzer Mezrenna. Alger Mezrenna. Les Mezrenna, c'est une tribu qui dominait tout l'Algérois, avec des alliances tribales à l'image de l'Arche comme à l'époque et tout. C'est un peu une démocratie à la grecque ancienne. Et ces gens-là, voyant la supériorité militaire des Espagnols, font appel à des corsaires, hein, les frères Barbarousse, Arrouj et Kherdin, qui sont en réalité, d'ailleurs pour l'anecdote, c'est des Grecs, c'est pas des Turcs, c'est des, comme disait, c'est des corsaires grecs, hein, ça a été établi aujourd'hui pour Barbarousse et son frère. Et donc ces gens-là, au début, comme disait si bien Massinissa, c'est-à-dire il y a des périodes de cette occupation de près de 3 siècles en Algérie. Alors 1827, justement, le Dey d'Alger, Hussein, reçoit tous les consuls de France. C'est la fête de l'Aïd. Il reçoit tous les consuls européens, dont le consul de France, Pierre de Val. Et il lui demande où est-ce qu'en est la dette que la France avait avec l'Algérie depuis les années 1790. La France devait combien à l'Algérie à ce moment-là? Alors j'ai pas la somme exacte, mais la France... l'Algérie avait exporté du blé à la France que la France tardait à lui payer. Et il y avait des malversations, des affaires de malversation, etc. Et le Dey avait demandé au consul de France où en était l'affaire, et le consul de France lui a si mal répondu que le Dey l'a souffleté. Et on dit que c'est pour ça que la France a envahi l'Algérie, mais c'est faux. Et justement, ça c'est le prétexte. L'une des raisons principales, c'est que la France est en crise politique à l'époque, et que Charles X veut un coup d'éclat, mais je dois préciser immédiatement quelque chose et qui est extrêmement important, et c'est là où c'est tragique. C'est-à-dire qu'en 1830, la France n'avait pas décidé, en 1830, dès 1827, la France n'avait pas décidé de prendre Alger et l'Algérie définitivement. Elle avait juste décidé de faire un coup d'éclat, c'est-à-dire de prendre Alger mais après de la rendre. Même base sur le trésor. Voilà, c'est ça, main basse sur le trésor, et puis après on retourne chez nous. Il s'agissait juste de prendre Alger, de faire un coup d'éclat, et après de rendre la ville à l'Empire ottoman, un nouveau Dey, etc. Et donc, bien évidemment qu'après les résistances, l'émir Abdelkader, alors on lui propose d'être exilé à Saint-Jean d'Acre ou en Égypte, et ce qu'on va faire, c'est qu'après avoir tenté de fédérer tout un tas de tribus arabes, eh bien, on va le déplacer. En fait, il va faire une escale par la France, mais on va l'interner à Amboise. Il a quel statut dans cette Algérie des Alors, années 1830? c'est un notable éduqué. Alors, il se réclame d'une descendance du côté de la péninsule arabique, ouais. d'une noble descendance. Enfin, c'est pas un berbère, en tout cas, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il déclare. Et donc, lui, le travail consiste à fédérer l'ensemble des tribus pour résister à l'invasion française. Il prend les armes et il choisit de résister. Il va se retrouver à un moment quasiment esselé, il va se réfugier du côté du Maroc. Là, il aura un certain nombre de difficultés, il sera quasiment à la déroute, avant ensuite d'être exilé. Alors, la promesse d'exil, c'est d'abord en Orient, mais il fait une halte par la France et il se retrouve au château d'Amboise. Alors c'est intéressant parce que c'est aussi la rencontre des populations. On peut imaginer qu'à l'époque, au 19e siècle, du côté d'Amboise, il est donc interné en région centre. Et c'est une rencontre aussi avec les populations, de voir ce bonhomme en Bornous. Enfin, c'était quelque chose. C'est-à-dire qu'il est capturé par les Français, qu'ils l'envoient. En fait, en réalité, c'est plus compliqué. Il y a le premier traité, c'est le traité de Tafna, c'est ça? Tafna en 37, ouais. Voilà, en 37. Et ensuite, ce traité, il nous dit quoi exactement? Ce traité, en fait, ils ont arrêté les hostilités avec l'émirat Abdelkader. En 1837. Ils font l'accord de Tafna qui laisse l'arrière-pays à l'émir. Ouais, avec une confusion dans la délimitation, c'est-à-dire ils disent, admettons hein, si ma mémoire est bonne, ils disent Oued Hadjot. Sauf que Oued Hadjot n'a pas le même nom
À tous les endroits, il y a des amont et des aval. D'accord. Et Ouais, sur... Hadjout, c'est une rivière, on est d'accord. Oui, c'est-à-dire tout ce qui est Derrière la rivière. Au-dessus, derrière, appartient c'est à à l'émir. l'émir. Non, mais en gros, le traité n'est pas respecté. Voilà, et le traité n'est pas respecté, et en L'émir et 37, Sasmala ça a tenu résistent. 2 ans. D'accord. L'émir avait réussi à avoir les tribus et tout, mais elle avait une capitale mobile, Sasmala, il y avait 5000 hommes, hein, avec femmes, troupeaux, une administration, il frappait sa monnaie, c'est un État mobile. Ils d'accord. ont mis combien 7, il a tenu avec ça pas mal de temps dans le désert, quoi. D'accord. Il n'était pas... Donc il tourne avec Sasmala dans le désert, et là il est capturé par les Français. Il est capturé, il se rend aux Français. Il se rend aux Français. Il se rend aux Français du 147 parce qu'il est acculé en fait. Il a Ouais. perdu Ouais, Sasmala, il a la perdu. fameuse Au Maroc, défaite, le fameux tableau qui est au château de il Versailles. est lâché par Il y a eu la par le bataille roi du d'Issy Maroc. qui a été perdue au Maroc Ouais. par les troupes marocaines mais qui était alliée à l'émir Abdelkader. Il se rend aux Français sans condition. Il se rend. Il se... Si, il y a eu des conditions, mais des conditions qui n'ont plus rien à voir. Lui, il cède l'Algérie. Contre ça, il veut la garantie de la sécurité des personnes et des biens. Et que voilà, il veut sauver l'Algérie d'un carnage, parce qu'il faut rappeler que entre 30 et 34, c'est un carnage au sens propre du terme. Il y a les tribus qui se réunissent en confédération, c'est-à-dire qu'une confédération, ça peut englober un territoire comme 2 fois le Maroc. Une fédération. Tu prends par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui par exemple les Kabyles. Pour nous, on les appelle les Azwaou, les Zouawa. C'est une tribu. Ils font partie de la grande confédération des Koutama. Vous avez dans l'ouest les Izneten, qu'on appelle en arabe Znata ou en français les Zenet. Les Izneten, leur territoire, il va d'Alger, exactement d'Alger jusqu'à Fès au Maroc. Et toutes ces frontières, c'est... Tout le nord de l'Afrique à ce moment-là, c'est une confédération de tribus. C'est des confédérations. C'est-à-dire que si par exemple, la confédération, elle s'exprime en cas de crise militaire, c'est-à-dire en cas de guerre, en cas de famine, en cas d'épidémie, c'est fait pour la solidarité. Le principe de base, c'est la solidarité. En état de guerre, c'est la solidarité pour défendre le cousin agressé. D'accord. Hein? D'accord. On tape Mohamed, mais on se rend compte que toute la salle se lève. Et on ne comprend pas. Les Français ont mis du temps à comprendre ça. On tape Mohamed et le gars qui, à 200 km, il se lève contre nous. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une chose. Ça, c'est le tribalisme tel qu'il est fait en Algérie. C'est-à-dire le tribalisme berbère, d'ossature berbère. D'accord. Et la deuxième des choses, avant que je te... c'est les Khouanes, les Zaouïas. Et d'ailleurs, la résistance de la Kabylie, quand on revient aux écrits, à l'histoire, elle n'a pas résisté comme ça parce qu'ils sont fous, les Kabyles, non. La Kabylie, on a en Afrique du Nord, il faut retenir qu'il y a 2 grandes universités. Avant. Il y a Zitouna en Tunisie, il y a le Qarawiyyin au Maroc. Il n'y en a pas en Maghreb central, comme on l'appelait l'Algérie. Nous, en Algérie, la plus grande université, qui s'appelait Challata, hein, du côté d'Arbo justement, c'est l'une des... C'est où? En Kabylie. C'était une terre de religion et de grand savoir. Et cette zaouïa particulièrement, il ne faut pas imaginer la mosquée qu'on a aujourd'hui. Les gens, ils vont faire la prière, ils sortent et puis ils font leur vie, non? Zaouïa, c'est comme... ça a une double fonction, religieuse et sociale. Tout l'argent, le hubus qu'on appelle chez les musulmans, le hubus, il y a des terres et des biens qui ne se vendent pas, ne s'achètent pas, c'est la propriété du culte. Le revenu vont... Hubus, c'est comment dire? Arrêté. Voilà, arrêté, c'est que ça bouge Voilà, pas, quoi. c'est C'est figé, frais. figé. Donc, les Zaouïas récupéraient tous les habus, l'aumône et la solidarité des Dchara, des douars, des villages, des villes. Et ces gens-là, ils rétribuaient, ils donnaient aux pauvres, ils donnaient à l'orphelin, ils faisaient des travaux d'intérêt commun, sachant que même si on y retourne, même la propriété telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est fondée sur le droit romain, grec, romain, et puis napoléonien par la suite, nous, on n'avait pas tout ça en Afrique du Nord. Hein. On avait la terre collective. Du temps des bey, il y avait les biens de la régence. Il les donne à qui il veut. Hein. Il les donne à Al-Mokrani. Al-Mokrani, il n'a pas bossé pour les avoir. Hein. Combien il est le grand Mokrani résistant? C'était des clients des rois. Pour en finir avec les Zaouïas. Les Zaouïas ont un rôle jusqu'à le déclenchement du mouvement nationaliste dans le XXe siècle. J'aimerais qu'on avance un petit peu. 40 ans,
la France met pour pacifier l'Algérie? On est en 1871, El Yamine, comment est-ce que la France finalement s'installe en Algérie? Qu'est-ce qu'elle crée précisément à ce moment-là? L'Algérie devient progressivement un département français avec un découpage administratif. À partir de quand? Ça c'est à la fin du 19e siècle. Et disons qu'il y a aussi progressivement l'installation du système colonial. Le système colonial, il est basé sur une société profondément inégalitaire. C'est-à-dire que dans la loi va être inscrit le fait que les musulmans seront régis par le code de l'indigénat, par tout un tas de dispositifs, le Sénatus consulte, etc., etc. On a déjà des colons sur place? Tout à fait. On a un processus de colonisation pour tout un tas de raisons. L'Europe est en poussée démographique. Partir à Alger au 19e siècle, en Algérie, pardon, c'était un peu comme partir à New York, une terre d'opportunités, une terre où on pouvait se refaire une santé. Et on y envoyait quel type de personnes? Alors il y avait un petit peu de tout, et on retrouve alors dans un premier temps des Français, ensuite des Espagnols, des Maltais, des Italiens. Et vous allez le voir, de toute façon, si vous prenez par exemple l'Ouest algérien, on va retrouver plutôt des Espagnols, avec une influence espagnole. Aussi des prisonniers, des bagnards. Oui, une population assez diverse. Et donc dedans, dans ce processus colonial, des Alsaciens, on va retrouver des Maltais, etc. Des communards. Donc en Algérie, à ce moment-là, s'installe en fait une réalité coloniale. Et l'Algérie avec l'Afrique du Sud vont être les deux seules colonies en tant que telles en Afrique. Le reste, on aura d'autres types de dispositifs, protectorat au Maroc, mandat, enfin un autre type de colonisation. Ou alors le modèle des comptoirs, c'est-à-dire qu'on s'installe à la marge pour puiser les richesses, mais pas un processus colonial d'installation. C'est ce qui fait qu'en 62, on se retrouve avec 1 million d'Européens qui vont être français. Ils vont être pris dans la matrice française. Fin du 19e siècle, la Tunisie et le Maroc sont complètement épargnés. Tout à fait. La Tunisie, c'est 1881, le Maroc, c'est 1912. Donc l'Algérie, c'est le début du processus colonial. Alors le processus colonial, c'est d'abord une poussée vers notamment des populations autochtones vers les terres les moins fertiles, une expropriation coloniale au sens de la colonisation, et ensuite c'est une organisation administrative. Les Juifs algériens, qui sont présents donc depuis presque 2000 ans, qui ont subi aussi la colonisation. Oui, sauf que ce qui se passe, c'est qu'en 1870, par un décret, le décret Crémieux, ils deviennent citoyens algériens. D'office. Les musulmans, eux, le paradoxe, c'est qu'ils sont intégrés aux armées françaises. Dès 1843, on a le premier bataillon d'Algériens dans l'armée française, et donc ils vont participer à ce qu'on appelle l'impôt du sang, progressivement, sans être citoyens du pays. C'est ce qui explique aussi en réalité, les résistances, tout à l'heure on évoquait Lala Fatma Soumer, Mokrani, etc., n'ont jamais cessé en Algérie. En réalité, il n'y a jamais eu d'arrêt. Alors quand on présente des images idylliques de l'époque coloniale où les gens vivaient ensemble, la réalité, elle était beaucoup plus compliquée parce que c'était ce qu'on appelle un système colonial, un système avec des colons, ensuite qui vont se constituer progressivement dans l'histoire comme un lobby, une centaine de familles puissantes. Et à chaque fois, parce qu'on va avancer un petit peu dans l'histoire, à chaque fois qu'il y aura des tentatives de réforme de ce statut qui fait du musulman l'indigène, celui qui est en bas de la hiérarchie, eh bien il y aura des résistances, notamment de ce lobby des colons, notamment en 1936 avec la tentative de réforme. C'est pour en plus, il faut savoir que la population européenne en Algérie, dans les débuts, notamment la population française, de citoyenneté française, elle est minoritaire. Elle est minoritaire. La majorité des gens qui viennent s'installer en Algérie, ce ne sont pas des Français de France, parce que la France, en fait, elle est déjà à cette époque, elle a un problème de croissance démographique. Ce sont des Espagnols, ce sont des Italiens, ce sont des Maltais. La France, elle recrute des Espagnols, des Maltais, des Italiens. Non, c'est eux-mêmes qui vont en Algérie parce qu'ils fuient la misère. Et parfois oui, parfois non. Parfois, c'est de leur plein gré que viennent des Espagnols, des Italiens. Parfois, effectivement, la France détourne, par exemple, des Allemands qui n'ont pas les sous nécessaires pour aller immigrer aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Vous n'avez pas les sous pour aller aux États-Unis, ils sont dans des ports en France et vont vous dire on va vous offrir le voyage pour aller en Algérie. Voilà, l'autre Amérique, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça, c'est arrivé. Mais alors pour les Juifs, musulmans. justement, donc la population européenne à l'origine, la population française, ça ne marche pas. Il n'y a pas beaucoup de Français qui viennent en Algérie, qui s'installent en Algérie. Il y a plus d'Européens. Il faut rééquilibrer tout ça. Et donc donner la nationalité aux Juifs, la pleine citoyenneté française aux Juifs, en même temps ça permet de créer, si vous voulez, une espèce de classe intermédiaire entre les Français, les Européens et les indigènes, puisque les Juifs sont arabophones à l'époque, il n'y a pas de berbérophones en Algérie. Les seuls Juifs berbérophones, ils sont dans l'Atlas marocain. Ils parlent la langue, une des langues des autochtones, et on estime que ces gens-là pourraient facilement s'intégrer à la nation française, et qu'en même temps, ils pourraient être une classe intermédiaire entre les indigènes
et les Européens. Il faut juste rappeler donc, que déjà durant l'époque coloniale, vous aviez deux statuts. Hein. Vous avez les citoyens français de pleine citoyenneté, voilà, les Français de pleine citoyenneté, puis vous aviez les Français musulmans relevant du statut musulman. Et relevant du statut musulman, par exemple, en ce qui s'agit des élections, ils n'avaient pas les mêmes droits de vote que ceux qui avaient la pleine citoyenneté française. Donc déjà, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelait les musulmans, je reviendrai là-dessus, ce qu'on appelait les musulmans n'avaient pas le droit d'avoir des députés ni des sénateurs. Ce qu'avaient les Français d'Algérie, par contre. Mais les musulmans n'en avaient pas, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. En 1898 a été créé ce qu'on appelait les délégations financières, qui est la première assemblée algérienne, qui est une espèce d'autonomie, si vous voulez. Les indigènes, dans cette assemblée-là, représentaient un tiers des délégués. On les appelait les délégués kabyles, les délégués arabes. Vous savez, qui représentaient un tiers des délégués, alors qu'ils représentaient la majorité de la population. Ces délégations financières ont été remplacées par le statut de 1947, donc délégation financière 1898, Assemblée algérienne 1947. L'Assemblée algérienne, vous avez deux collèges. Vous avez le collège principalement européen, vous avez aussi 11% de musulmans qui ont été mis dedans. Et le second collège, vous avez le restant des musulmans. Le deuxième collège représente 8 fois plus d'habitants que le premier collège, et pourtant les deux ont le même nombre de représentants, et par ailleurs ils ont le même nombre de représentants alors que le deuxième collège représente 8 fois plus de personnes, et de toute façon les élections sont trafiquées. C'est ce qu'on appelle les élections à la Negelen. Vous voyez les impasses. Hein. Donc il n'y a rien à faire si vous voulez. C'est ça qui va conduire à la guerre si vous voulez. En 1945, au lendemain de ce carnage à l'est de l'Algérie, dans le PPA, il se passe quelque chose qui ne se passera pas ailleurs, dans les autres familles politiques. Dans un instant, puisque je crois que Massen veut... Je voulais juste rebondir sur les oulémas. J'en avais pas parlé tout à l'heure, parce que les oulémas, ce n'est pas un parti politique, à la différence par exemple du PCA ou de l'ENA, PPA, MTLD. Au début, les oulémas sont assimilationnistes. Ils sont assimilationnistes. Ils ne sont pas pour l'indépendance, en tout cas. Ils ne sont pas assimilationnistes dans le sens où ils demandent à ce que soit préservée l'identité musulmane et que la langue arabe soit promue. Mais ils ne sont pas indépendantistes, c'est ça que je voulais dire, pas assimilationnistes, mais ils ne sont pas indépendantistes. Ça, c'est important de le retenir. Le tournant, on va dire, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et le tournant pour Ferhat Abbas, c'est la même chose, c'est la Seconde Guerre mondiale. En fait. Ferhat Abbas, au début, est assimilationniste, mais avec le tournant de la Deuxième Guerre mondiale, et puis en fait, avec l'échec de tout un tas de politiques, on avait parlé du projet Bloom-Violette, Ferhat Abbas va devenir nationaliste, si vous voulez. D'accord. Aux alentours de la Seconde Guerre mondiale. Il se passe quoi, là, finalement 1945, les émeutes, et une partie, parce que Massali Hadj n'était pas tout seul, il y avait Moulay Merbah. C'est au sein du MNA, de l'étoile nord-africaine. Voilà. Il se passe quelque chose qui ne s'est pas passé. Il se passe dans le parti, parmi les militants. Et il se passe quoi? Alors, dans le parti, on a des gens qui ne sont pas dans les hautes instances du parti, qui ont jugé que les députés, justement, et les élus du PPA et du MTLD se sont embourgeoisés. D'accord. Et d'ailleurs, il y a une célèbre phrase, ils tapent la nisette à la laitier avec le gouverneur de France. C'est-à-dire c'est des gens qui, voilà, se sont bourgeoisés. Ils ne nous représentent plus. On ne représente plus. Dans cette base militante, il y a des chefs de... Même pas des chefs de fédération, hein, c'est des chefs de cellules qui se disent la France, elle ne partira pas pacifiquement. Il faut faire la guerre. Et parmi ces gens-là, il y a beaucoup d'anciens militaires qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale et ils ont commencé à organiser des cellules de l'organisation spéciale qu'on appelait l'OS, qui est en gros la colonne vertébrale du FLN et du déclenchement de la guerre de libération. En 1954, El Yamin Soum, il se passe quoi le 1er novembre et quel retentissement ces actions vont avoir sur l'histoire? Alors là, c'est le déclenchement de la révolution, un grand classique dans les révolutions, des attentats derrière répression, grève, et donc le lancement d'un mouvement insurrectionnel. Ce qu'on retrouve, c'est un schéma assez classique finalement dans les guerres. On appelle ça des événements à ce moment-là. Oui, bon, on l'appelait maintien de l'ordre en Afrique du Nord jusqu'en 1999. Ouais. Officiellement, ça c'était la version des autorités françaises. Alors, la guerre d'Algérie, c'est aussi un contexte particulier. Ce que je disais tout à l'heure, c'est la Deuxième Guerre mondiale, donc l'invasion allemande, rapide. La guerre d'Indochine, Dien Bien Phu, donc une défaite. Donc là, on se dit, il faut mettre le paquet. Donc c'est une guerre totale au sens militaire. C'est-à-dire qu'il y a la mobilisation de centaines de milliers de soldats et on va mettre les moyens. Donc la guerre d'Algérie, ça va être le théâtre d'expérimentation de tout un tas de pratiques, notamment la torture.
ces fameuses pratiques qui vont être ensuite vendues par l'école militaire française à un certain nombre de dictateurs, à Pinochet, aux dictateurs brésiliens. Donc une guerre totale, c'est-à-dire avec une répression féroce, une résistance, et puis une guerre qui va se jouer aussi d'un point de vue politique, c'est-à-dire qu'il y aura tout le début d'un certain nombre de négociations au niveau international, et les acteurs du FLN vont aussi, bien évidemment, jouer du volet politique et symbolique. L'équipe du FLN en 1958, qui va être constituée de joueurs notamment qui jouaient dans le championnat français et qui vont rejoindre la lutte. Donc il y a une dimension militaire à la guerre, et d'un point de vue militaire, on peut dire que la France met le paquet parce qu'elle ne veut pas perdre cette guerre, elle ne veut pas perdre la face. Donc c'est tout un tas de plans qui vont être mis en œuvre, la fermeture des frontières pour éviter que les armes passent, un plan social. Vous pouvez voir dans un certain nombre de villes, notamment à Constantine, où il y a des immeubles qui ont été construits pour essayer de récupérer une partie de la population. Donc une guerre totale, une guerre extrêmement féroce. Et là, c'est le FLN qui mène la barque, hein, si je veux dire. Oui, oui, oui. Et ce qui va se produire aussi, c'est qu'il y a un élément clé qui va faire que la guerre va durer beaucoup plus longtemps. 1956, c'est la découverte du pétrole algérien. Et ça va être un facteur extrêmement important. Et le deuxième facteur qui va faire que on va vouloir qu'au moment des négociations, le FLN soit vraiment à terre pour pouvoir négocier, c'est la question nucléaire. La préoccupation de De Gaulle notamment, c'est de faire accéder à la France le statut de puissance nucléaire. Et donc là, il y a une problématique qui est simple. Où est-ce qu'on va faire les essais? Bien évidemment, pas dans l'Hexagone. C'est compliqué de le faire en Polynésie parce qu'on déplace du matériel sensible, c'est loin. Donc, la profondeur stratégique qui intéresse la France, c'est les essais nucléaires qui vont se dérouler à partir des années 60, donc une vingtaine d'essais, certains qui vont être en sous-sol et puis des essais aériens. Et les essais nucléaires vont aussi donner lieu à un champignon nucléaire qui va se déplacer notamment en Afrique subsaharienne. Mais ça, ce sont des éléments clés pour comprendre pourquoi la guerre d'Algérie a duré aussi longtemps. D'accord. C'est une scène sur la période de 54-62 ? Oui, sur les débuts de la guerre d'Algérie, juste pour quelques repères pour la mise en place de cette guerre. Le 1er novembre 1954, en tout cas au début de la guerre d'Algérie, d'après Guy Bervilliers, vous avez pour les Aurès, vous avez 250 à 350 combattants. Je ne me souviens plus les chiffres exacts. La Kabylie, vous avez 350 à 450 combattants. L'Algérois, vous avez 50 combattants. L'Oranais, vous avez 60 combattants. Et le Nord constantinois, vous n'avez pas grand monde. Parce que le Nord constantinois était très marqué par le mouvement des oulémas. Et la guerre d'Algérie va s'étendre petit à petit. Elle ne se fait pas d'un coup. Donc au début, c'est essentiellement les Aurès et la Kabylie. Et ça va s'étendre en août 1955 au Nord constantinois. Et en 56-57 à l'Algérois, avec notamment la bataille d'Alger. Ou pour médiatiser, si vous voulez, le combat qui se fait à l'intérieur des maquis, qui n'est pas visible de l'opinion internationale, puisque dans les maquis, vous n'avez que des indigènes, puis vous avez l'armée française, donc c'est pas très difficile, c'est pas très facile de savoir ce qui se passe. Donc vous avez des frappes sur Alger qui visent à la fois les autorités, la police, etc., et qui visent aussi des Européens. Et c'est ce qu'on appelle la bataille d'Alger. D'accord. Et en contrepartie, vous avez une répression de l'armée française qui va donner lieu à ça fait un mot sur cette période-là. C'est-à-dire que tout ce que viennent de relater les camarades, c'est ça. Moi, je voudrais insister sur ce côté, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a une nouvelle lecture. Quand on entend le chef d'état-major algérien, à la retraite, Khaled Nazar, dire dans une conférence, dans une interview, il n'y a jamais eu de révolution en Algérie, il y a eu une guerre de libération. C'est-à-dire il n'y a pas eu de changement dans les esprits. Eh bien, la rupture, c'est le FLN. Parce que le FLN s'attache, les gens, on va le décrire comme des aventuriers, non. Et je suis pas, j'ai pas ma carte de militant dans le FLN, hein, et même le FLN d'aujourd'hui, maker. Il y a la question essentielle qui n'intéresse pas finalement le général de Gaulle, qui est la question des pieds noirs, des rapatriés d'Afrique du Nord. Donc là, il y a plusieurs questions qui se posent. Qu'est-ce qui se passe? On a les exactions de l'OAS d'un côté, on a des violences, et donc une partie des pieds noirs, enfin une grande partie, va quitter l'Algérie progressivement. Donc il y a cette question, en fait, il y a un espèce de flou entre le moment du cessez-le-feu et l'indépendance d'Algérie sur la question des pieds noirs. Et un certain nombre de pieds noirs vont décider de rester en Algérie. Donc il y a aussi, il faut faire attention à cette mythologie du départ. Alors c'était un départ massif. Ils sont combien, alors c'est à peu près 1 million de personnes. Alors il y a eu plusieurs vagues de départ. Hein. Ça s'est pas fait de manière
naturel. Alors la plus grande vague, c'est les fins des années 80. Beaucoup ont senti la pression, notamment la montée des islamistes, et certains sont partis. Moi je le vois dans ma région d'origine en Algérie, c'est une pied noir qui m'a ouvert les yeux dans la maison dans laquelle je suis né. C'est une Française qui est née et qui est décédée en Algérie. Ils ne sont pas tous partis. Non, alors il y avait une question essentielle qui se pose et qui se pose aujourd'hui par exemple aux Blancs d'Afrique du Sud, c'est est-ce qu'une fois que l'Algérie est indépendante, ou l'Afrique du Sud, eh bien est-ce qu'on est prêt à revoir les cartes, c'est-à-dire la répartition du pouvoir qui allait être forcément en faveur des indigènes, des populations indigènes, comme c'est le cas en Afrique du Sud actuellement. Les Noirs ont le pouvoir politique, même s'ils n'ont pas le pouvoir économique. Et c'est la question que se pose un certain nombre d'auteurs sud-africains, est-ce que les Blancs ont encore un avenir dans la société sud-africaine? Parce qu'ils ont dominé la scène politique, la scène économique. Donc il y avait cette question, la question des pieds noirs, et puis il y avait une effervescence aussi. L'Algérie était souvent présentée comme un modèle. Il y avait les fameux pieds rouges, ces coopérants qui ont essayé de construire l'Algérie indépendante. Et puis très tôt, l'Algérie va être dans le camp, étiquetée en tout cas dans le camp de l'Est, c'est-à-dire un pays qui va être le fer de lance, ou en tout cas qui va accueillir un certain nombre de révolutionnaires aux quatre coins du monde. C'est-à-dire que l'Algérie, c'est les Black Panthers, c'est des gens comme Malcolm X, comme Che Guevara qui vont être reçus. C'est la période post-indépendance. Donc ça, c'est toute cette effervescence idéologique. Donc l'Algérie, et c'était Amilcar Cabral qui disait de l'Algérie, qui était le leader indépendantiste de Guinée-Bissau et du Cap-Vert, qui disait les musulmans vont à la Mecque, les chrétiens vont au Vatican, les indépendantistes vont à les révolutionnaires vont à... Je vais prendre une question. Avant septembre 1963, vous aviez le Parti communiste algérien qui avait été interdit dès 62. Vous aviez Mohamed Boudiaf, qui avait créé son parti, le Parti de la Révolution Socialiste. Il a été en 63 emprisonné, arrêté, envoyé dans le Sahara. Vous avez Aït Ahmed, qui en même temps qu'il y a la Constitution de 1963 qui se met en place avec le parti unique, qui crée les maquis du FFS, le Front des Forces Socialistes, qui est condamné à mort, qui est gracié par la suite, etc. Vous avez le colonel Shahabani qui fait une insurrection dans l'Est algérien, dans le Sahara, l'Est algérien. Il est exécuté en 1964. Les assassinats politiques. Vous avez, après le coup d'État de Boumedienne, vous avez Mohamed Rida qui possédait les comptes du FLN, qui est assassiné en 1967, etc. C'est une période de liquidation. C'est une période de liquidation. La société algérienne ressemble à quoi à ce moment-là? Alors, il faut savoir juste que la société algérienne, à cette époque, du fait de la guerre d'Algérie, je rappelle la guerre d'Algérie, 300 à 400 000 morts. 300 à 400 000 morts. La moitié de la population paysanne déplacée. La moitié de la population paysanne déplacée. Avec le million et demi Le million et demi de martyrs. Alors déjà, c'est martyrs, c'est pas mort, c'est martyrs. Ouais. Donc martyrs, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. C'est un chiffre symbolique. C'est un chiffre symbolique. Qui veut rien dire. Qui veut rien dire. Enfin, qui veut rien dire. Vous pouvez mettre, si vous rajoutez tous les gens qui ont été torturés, les femmes violées, etc., on peut peut-être aboutir à ce chiffre. Mais c'est un chiffre symbolique, un million et demi de martyrs. 300, 400 000 morts, un peu plus de 400 000 morts. Ça dépend des chiffres, des historiens. Mais un million et demi de martyrs, voilà. Alors juste... donc vous avez une société algérienne qui a été profondément bouleversée par la guerre d'Algérie. 300 à 400 000 morts, la moitié des paysans déplacés. Est-ce qu'on y vit bien dans cette Algérie? Et donc justement dans l'Algérie indépendante, les gens finalement n'ont pas forcément envie de recommencer la lutte. Tout simplement. Donc il y a une période d'euphorie. Enfin, vous avez une période d'euphorie, oui, mais Algérie, parce qu'à un moment donné, il y a un bol d'air. Une période d'euphorie, mais qui rapidement se termine par... C'est une période 70, c'est une belle période qui se termine par... C'est une belle période, oui et non. C'est une période, où, par exemple, grâce au pétrole et au gaz, qui vont être nationalisés en 1971, et puis vous avez les chocs pétroliers de 73 et de la révolution qui suit la révolution islamique d'Iran, vous avez un grand nombre, vous avez de l'argent qui coule à flot, si vous voulez, en Algérie, et qui sert à l'époque au programme socialiste du pouvoir en place, d'industrialisation, etc., etc. Et à cette époque, l'Algérie est considérée comme un modèle, c'est ce qu'on disait, la Mecque des révolutionnaires, etc. etc. Et le modèle de l'Algérie paraît comme un modèle à cette époque, paraît comme un modèle. Et les gens y croient, un certain nombre de gens y croient. Force est de constater que dans les années 80, avec la chute du baril de pétrole, avec la stagnation brejnevienne en URSS, on se rend compte que ce modèle, il vaut malheureusement... Octobre 88, on arrive dans les années 80, voilà. Octobre 88, la manifestation... des étudiants à Alger. Youssef, un mot des lycéens. Ouais. Moi, j'y étais, cette manifestation. C'est-à-dire que à l'époque, moi, contrairement au discours officiel, comme certaines vérités aujourd'hui admises, moi, je me rappelle, les gens, ils sont sortis, je sais pas, je le dirais devant huissier, comme vous voulez. Je me rappelle très bien, j'avais 18 ans, les gens voulaient du beurre, du sucre et de la semoule. Personne n'a parlé de démocratie. Je vous le jure, personne, je n'ai jamais entendu. Les blindés sont sortis, on a
on a tiré sur la foule, personne n'a parlé de démocratie. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y a personne qui osait l'ouvrir en Algérie. La sécurité militaire, on disait que ce que tu te disais entre toi-même, ce que tu te disais à toi-même, ils le savent, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens, c'est tout gentil, machin. Non, à l'époque, c'était pas comme ça. Il y avait l'État algérien, c'est un État-providence. Et en parlant des années 70 et 80, ce sont des ingrats, les gens qui disent aujourd'hui que l'État algérien n'a rien fait. Non, l'État algérien a mal fait, mais il a fait. Ils ont beaucoup dépensé, ont subventionné tout, et le fait qu'il n'y ait plus rien dans les étalages, les gens sont sortis à la rentrée sociale. Ils ont attendu la rentrée en septembre. Octobre, ils sont rentrés. Ils ont été accueillis par les blindés. C'est le début d'une période difficile. Exactement. Pourquoi il n'y a plus rien dans les magasins? Tout simplement parce que l'économie 86, algérienne était basée sur le pétrole et le gaz. En 1986, vous avez le contre-choc pétrolier. Et l'économie algérienne apparaît comme totalement... Donc finalement, on a un pays qui est déséquilibré politiquement, socialement. Et là, 1991, il y a des élections... Donc 1988, révolte d'octobre 1988 qui sont réprimées. Donc selon les chiffres officiels de l'armée, c'est 150 morts. Sur la Ligue algérienne des droits de l'homme, c'est 500 morts. On a en 89 les élections municipales. Et donc, on réforme, on fait une nouvelle constitution, on abolit le caractère socialiste du pays et on permet le multipartisme. Ça c'est très important. Alors, excuse-moi, la naissance du multipartisme en Algérie. Oui, mais ça, c'est hyper important, c'est tournant, quoi. Oui, c'est-à-dire que quand il y a eu ces manifestations, le président de la République est venu, il a pleuré devant tout le monde, la population algérienne émotive comme elle est, ils l'ont pris en pitié. Moi, je me rappelle, on ne m'a pas raconté ça. Je ne vous dis pas ce qu'il y a dans les journaux. Je vous dis ce qui s'est passé. Et les gens se disent, ah oui, on ne va pas aller dans un bain de sang et tout. Et alors là, tu as les mercenaires de la mort, comme aujourd'hui. Hein. Ils ont vu, on leur montre un bébé sur la plage. Ouh là là, vous ne saviez pas qu'il y a des millions de gens qui crèvent tous les jours? Eh bien, c'était pareil, cette histoire. C'est-à-dire que tu as après les gars du mouvement du printemps berbère. Ah oui, on veut la démocratie, machin. Les islamistes, ah oui, nous on veut l'expression. Et si tu veux, pour apaiser la population, je me rappelle très bien, ils sont tous passés Al-Moradi à la présidence. C'est-à-dire les leaders d'opinion en Algérie, on les a appelés, les grands imams, les grands représentants de partis politiques. Et tout le monde parlait de pluralisme politique d'un coup. Le peuple n'a pas demandé ça. Le peuple algérien aujourd'hui, les gars, s'il y a des Algériens ici, regardez vos mamans, vos papas, les gens qui vous entourent. Est-ce qu'on a... je veux dire, on est des gens qui revendiquent la démocratie. On ne l'a pas dans notre vécu, on n'est pas démocrate. Alors je ne vous dis pas 30 ans en arrière. Non mais, c'est-à-dire pour ne pas faire dans la langue de bois. Et après on leur a servi cette histoire de pluralisme politique et tout. Ça a calmé les gens. Ils ont eu une rallonge des banques qui sont allés au Club de Paris, au Crédit Lyonnais. Ils se sont endettés. Le FMI, c'est bien plus tard. C'est 95 avec Zeroual. Non, là, on est fauché. Les caisses de l'État sont vides. On découvre qu'on a 26 milliards de dettes alors que Boumedienne avait laissé 30 milliards de réserves de change. Ça a été bouffé, on a tout bouffé par la suite. Mais par contre, les Algériens ne vivaient plus dans la pénurie. Et à ce moment-là, il y a les élections communales, c'est-à-dire les... Municipales. J'ai mis un mot sur les élections municipales. Et c'est le fils qui l'emporte. L'islamisme... Quand vous regardez historiquement parlant, dans les années 60-70, il est quasi inexistant en Algérie. Il est ultra minoritaire, il existe, mais il est minoritaire. 76. À la fin des années 70, les années 80 surtout, c'est le tournant. Et c'est dans les années 80 où il apparaît vraiment dans la rue publiquement. Il faut se poser la question, pourquoi dans les années 60-70 l'islamisme n'existait pas? C'était finalement les partis d'opposition, c'était le FFS, le PRS, le PAX, etc. Et vous n'aviez pas de parti islamiste, hein, c'était ultra minoritaire à cette époque-là. Et ce tournant, il vient d'où? Il vient d'où? De l'échec finalement des idéologies socialistes à cette époque et finalement de la frustration du mal développement de l'Algérie post-indépendante et d'une d'une idéologie, si vous voulez, de comment vous dire, rassurante, voilà, d'un retour en arrière. C'était mieux avant, etc. Alors que ce retour en arrière, soit dit en passant, on avait parlé d'islam réformiste, les islamistes algériens, il y a 1001 islamistes en Algérie en réalité. Hein. Ce n'est pas l'islam traditionnel algérien, c'est un islam réformiste, hein, c'est pas l'islam du tout traditionnel algérien. Et François Burga notait déjà dans les années 80, François Burga, donc grand islamologue qui a écrit sur les islamistes au Maghreb, notait déjà que les islamistes algériens étaient plus violents, on a parlé de Boudali, que leurs voisins tunisiens et marocains. Et qu'est-ce que je voulais dire? Parmi les causes de cet islamisme algérien radical qui va apparaître avec le fils et puis dans les années 90,
On peut citer notamment, par exemple, j'en avais parlé, le déracinement, pour reprendre un titre de Pierre Bourdieu et d'Abdelmalek Sayad, 1964, le déracinement, la moitié des paysans algériens, durant la guerre d'Algérie, ont été déplacés. Je vous donne juste un élément pour comprendre un peu comment ça a pu se passer. La moitié des paysans algériens ont été déplacés. 80%, après la guerre d'Algérie, ne sont pas revenus dans leur village d'origine. En ne revenant pas dans leur village d'origine, ils ne sont pas revenus, ils n'ont pas retrouvé leur marabout, ils n'ont pas retrouvé leur zaouïa, ils n'ont pas retrouvé leur fête rurale traditionnelle. Le socialisme, ça n'a pas marché, l'idéologie de l'indépendance. Et dans les fins des années 80, vers qui ils vont se retourner? Vers une idéologie forte, le Front islamique du Sahel. On ne pourra pas rester trop longtemps sur cette décennie-là. Alors, bien évidemment qu'il y a une responsabilité, c'est ce qui a été évoqué, on ne va pas reprendre ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité sur l'échec du développement de l'Algérie, du développement économique, des perspectives dans la société algérienne. Et puis il y a une responsabilité, contrairement à toutes les thèses qui circulent depuis un certain nombre d'années, des groupes islamistes armés qui ne sont pas du tout une création de l'État algérien, contrairement à toutes les bêtises qui ont été dites. Bien évidemment que par la suite, elles ont été infiltrées, ils ont été noyautés, mais moi je me souviens au début des années 90, dans l'Est algérien, il y avait des zones qui étaient sous contrôle des groupes armés, notamment l'AIS, dans la région de Jijel. Et quand on disait contrôle, c'est que les types te disaient, bon moi j'étais adolescent, et les types disaient, nous on va contrôler de toute façon, on contrôlait, donc c'était les faux barrages, les hôpitaux, un encadrement, et l'armée algérienne n'arrivait pas à gérer, pas du tout. Les voyous en fait. Non, c'est pas ça. C'est des milices. C'est une milice organisée avec 3000 bonhommes qui revenaient d'Afghanistan. Donc des gens qui étaient rompus aux armes. Donc l'armée algérienne qui était une armée de jeunes appelés. Et donc la situation parfois était délicate puisque si vous discutez avec des jeunes qui ont participé à l'époque, moi j'ai eu une série d'entretiens récemment en Algérie, ils disent, moi l'armée est venue me chercher chez moi, je devais faire mon service militaire, mais personne ne savait que j'étais dans l'armée. Et que, y compris quand il y avait un faux barrage, il fallait enlever tel et tel vêtement militaire parce que là on était marqué par l'élastique et donc les types ils soulevaient le pantalon pour regarder si on était en permission de l'armée et puis on vous descendait les barrages des islamistes. Donc il y a aussi une responsabilité de ces groupes armés. Ce qu'on est en train de voir actuellement au Proche-Orient, l'Algérie l'a vécu, c'est-à-dire que l'idéologie wahhabite, sous toutes ses versions, s'est installée à travers des financements, ça s'est établi et personne ne pourra faire dire le contraire. Le même pays qui aujourd'hui bombarde le Yémen avec une coalition, c'est l'Arabie Saoudite. Je veux dire, donc toutes ces thèses un petit peu farfelues, sans nier pour autant qu'il y a cette responsabilité de l'État algérien sur l'échec du développement. Même si les défis étaient assez colossaux, c'est-à-dire que la population, là aujourd'hui on a quasiment 40 millions d'habitants, à la veille de l'indépendance c'était à peine 10 millions, une population qui a quadruplé, donc les défis étaient immenses. Ce qui n'empêche pas que l'Algérie vit une maladie hollandaise, c'est-à-dire que le fait de s'appuyer essentiellement sur les hydrocarbures en fait une économie extrêmement fragile et vulnérable. Ça monte, on est bien, ça monte, ça redescend. Voilà. Économiquement, on est à plat. Aucune armée ne veut nous vendre des armes. L'armée algérienne se rétracte, toutes les casernes sont fermées, on protège les casernes et les édifices publics, et le reste on voit venir. Parce que le premier attentat était avant le vote, c'était en septembre-octobre, le vote était en décembre, à Gmar, à Oued. À Oued Souf, ils ont attaqué la première caserne. Et ensuite, entre les deux tours, parce qu'il ne faut pas tout mettre, moi j'ai soutenu l'intervention de l'armée, je continue à le soutenir aujourd'hui, et je ne le regrette pas. Et je ne suis pas militariste et je n'ai pas quelqu'un dans ma famille qui est général. C'est l'arrivée de Zeroual, Yamin c'est-à-dire que je veux, à l'époque, il y a Mohamed Saïd et tout, les leaders du fils qui descendent à Bablouad, à machin, sur les minas, ils te disent il est temps que le peuple algérien change d'habitude alimentaire et vestimentaire. Et on a vu les villes, comme il disait, tu avais des territoires entiers. Moi j'étais dans l'Oranie où je passais mon armée, il y avait des départements entiers. L'État islamique, il n'y avait plus de l'État, hop. Ils ont tué les maires, ils ont tué, et ils avaient leur police, ils géraient tout. Tu n'avais pas ton voile ou un poil qui dépassait, tu prenais une raclée. Ça s'est passé en Algérie, ça. Hein. Mais à l'époque, on parlait de la dictature algérienne, on parlait de ces militaires, les tontons macoutes qui ne veulent pas lâcher. Non, ça ne s'est pas passé comme... Celui qui zigouillait les gens, c'était les barbus, les gars. Hein. Et les barbus qui venaient d'Afghanistan, je peux vous assurer, l'horreur, nous, on a commencé à voir l'horreur avec ces gens-là, à couper des oreilles, les mettre dans la bouche des gens, à leur couper le sexe et leur mettre dans la bouche et les exposer. C'est des horreurs innommables. Le souvenir des massacres, etc., qui n'incitent pas forcément les gens à faire de la politique. Et une relative liberté d'expression héritée d'octobre 88 qui fait que les Algériens, c'est un paradoxe, bon gré mal gré,
ont une certaine liberté de s'exprimer, à la différence de la Tunisie de Ben Ali ou de la Libye de Kadhafi, peuvent dire ce qu'ils pensent, dans une certaine mesure, hein, évidemment. Vous avez l'affaire Benchikou, etc., qui vient contredire ce que je dis, mais dans une certaine mesure, c'est le cas. Personne n'a peur de se faire arrêter quand il parle de bon. Faut dire qu'il y a liberté d'expression. Le président est caricature, une certaine liberté d'expression, jusqu'en 2011, plus importante qu'au Maroc et en Tunisie, en tout cas, très clairement. Qui sont les caricatures de Dilemme ou du Hic, etc. Et donc ces trois phénomènes, relative liberté d'expression héritée d'octobre 88, arrêt du processus électoral en janvier 1992 et les massacres des années 90 qui ont dissuadé les Algériens de s'intéresser à la politique, puis enrichissement relatif du pays dans les années 2000, ces trois phénomènes-là font qu'en 2011, vous n'avez pas de révolution, alors qu'en Tunisie, vous aviez deux choses. Vous n'aviez pas d'enrichissement relatif, vous n'aviez pas les hydrocarbures, l'État n'était pas capable d'intervenir pour faire baisser les prix de telle ou telle matière première, pour distribuer de tel ou tel logement, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas de liberté d'expression en Tunisie. En Libye, vous aviez un certain enrichissement, vous aviez un État qui redistribuait la rente des hydrocarbures, mais vous n'aviez pas de liberté d'expression. Vous aviez un dictateur guignolesque, excusez-moi, bouffonnesque, et donc à la fin, les gens ont fini par en avoir marre. Donc ça, c'est la différence entre la Tunisie, la Libye et l'Algérie. Donc trois choses principales. L'avortement du processus démocratique et la décennie noire des années 90 qui ont dégoûté les Algériens de la politique, l'enrichissement relatif des années 2000, et les acquis relatifs d'octobre 88, liberté d'expression, etc., etc. Ce qui font que, paradoxalement, en Algérie, vous avez des manifestations. Une dizaine de milliers de manifestations en 2011. On estimait qu'il y avait une dizaine de milliers de manifestations en 2011. Mais quel est le but de ces manifestations? Régler un problème local. C'est les problèmes locaux, voilà, c'est ça. C'est l'augmentation des salaires des policiers, des salaires des professeurs dans l'université. C'est la distribution de logements. C'est contre le gaspillage, mais pas de manifestation contre le système. Ou sinon, elles sont ultra minoritaires. C'est le cas de Barakat. Ça réunit quelques centaines de personnes, grand maximum. Voilà. Je vais juste vous demander, messieurs, pour terminer, si vous voulez bien, on arrive à l'Algérie d'aujourd'hui, enfin, parler des perspectives, enfin de l'Algérie d'aujourd'hui et des perspectives pour demain, puisqu'on sait que le baril du pétrole a considérablement baissé ces derniers temps, et ça risque de durer. Moi, je vais dire... Ce sera ton mot de conclusion. Voilà, moi je vais conclure un peu en essayant de citer un jeune Algérien. Hein. Enfin, c'est la dernière blague qui circule là en ce moment à propos des crédits de Bouteflika. Alors il paraît, on prend un jeune, on l'emmène au tribunal pour l'enchège. Vous savez, ces crédits qu'on fait en Algérie, sur dossier, on vous donne 100 000 euros, c'est pas du pipeau. Hein. Sur dossier, aucune garantie, on vous donne 100 000 euros si vous présentez un projet sur papier. Hein. Et tout le monde en a profité. Et ils ont bouffé l'argent sans créer aucune richesse. Je parle des petits et des grands. Alors le gars, il le ramène au tribunal. Non, mais pour vous dire le génie un peu populaire, comment il résume la situation. Parce que les Algériens, ils ont tout compris, ceux qui vivent là-bas. C'est peut-être nous qui sommes un peu loin. Alors le juge lui dit, écoutez, vous êtes là pour l'argent qu'on vous a prêté, pour le rembourser. Parce que là, les délais sont dépassés, c'est ça ou l'huissier, quoi. Et le jeune rigole, il lui dit, mais monsieur le président, moi je croyais que ça c'était l'argent du pétrole. Moi je croyais que vous m'avez appelé pour me redonner ceux du gaz. C'est-à-dire, les gens ont compris qu'ils sont tenus par une bande de voleurs, pourquoi pas prendre leur part eux aussi. Pétrole, nous on n'a pas de capitaux privés en Algérie. Les richesses sont à tout le monde. Donc tant que c'est comme ça, et qu'on est avec ces guignols, on n'ira pas loin. Et je vous remercie. C'est une très bonne conclusion, ça. Très bonne conclusion. Yamine, s'il te plaît, un mot là-dessus, sur les perspectives pour l'Algérie de demain. Je vais rejoindre un petit peu ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est compliqué. Si l'Algérie ne sort pas de la maladie hollandaise, c'est-à-dire des hydrocarbures, ça va être compliqué. Pas de diversification de l'économie, pas de perspective. Donc pessimiste, quoi, pour l'Algérie. Non, je veux dire, l'Algérie aussi, c'est une société qui a une capacité à rebondir. L'Algérie était au plus bas dans les années 90, parce que ce qui a été décrit auparavant par Youssef, c'est que c'était d'une extrême violence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de ce qui se passe effectivement en Syrie ou dans d'autres pays, mais l'Algérie a connu ça. C'est-à-dire qu'elle a connu une forme de Daesh en Algérie. Et il y a eu des résistances, mais y compris ce que décrivait Youssef tout à l'heure, des résistances populaires. Hein. Les femmes qui refusaient de porter le hijab dans certaines régions, elles étaient égorgées. Et ça, c'est pas de la mythologie, c'est une réalité de ce qui s'est produit. Les esclaves sexuels. Oui, voilà. Donc juste sur ce point, c'est-à-dire qu'il y a aussi une capacité à rebondir. Et puis il y a aussi peut-être un facteur qu'on n'a pas évoqué, c'est la question aussi de la diaspora qui peut avoir un rôle. Mais aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies, clairement. Cette diaspora aussi, parce que l'Algérie, dans les années 90, c'est qu'on a amputé une partie
des cadres qui pouvaient en tout cas contribuer à la modernisation du pays. Je pense aux médecins, 25% des médecins étrangers ici en France sont d'Algériens, les médecins étrangers sont algériens, donc il y a une vraie problématique sur la question le rebond algérien. Oui, il y a toujours des rebonds dans l'histoire. On espère, on croise les doigts. Massensen, un dernier mot s'il te plaît. Diversification de l'économie, c'est pas une chose impossible. Hein. C'est pas une chose impossible quand vous regardez l'exemple, par exemple, indonésien. Dans les années 80, l'Indonésie, les hydrocarbures, c'était 80% de ses exportations. À la fin des années 80, c'était quelque chose comme 20% de ses exportations. Vous voyez, un pays qui a réussi à sortir du mal hollandais. L'Algérie, c'est 97% de ses exportations. Mais l'Algérien, c'est pas l'Indonésien. Voilà, l'Algérien, c'est pas l'Indonésien. Effectivement, et c'est pour montrer qu'il y a quand même des possibilités. La démocratisation, l'Algérien n'est pas un Tunisien, effectivement, mais c'est le peuple le plus proche quand même, quand vous regardez que ça marche en Tunisie. La démocratie n'est pas impossible en Algérie, et elle a existé autrefois, c'est ce qu'on appelait les Taj Mahal, les Jemal, les assemblées traditionnelles, coutumières. Et je pense qu'on peut résumer ça par le rebond indonésien, finalement, pour l'Algérie. Le rebond indonésien est juste un exemple qui montre que l'Algérie n'est pas enfermée dans ce modèle-là. Elle finira par rebondir. Effectivement, c'est comme quand en France on fait une comparaison avec les pays scandinaves, effectivement, c'est un peu... Pour être lucide, c'est pour montrer, c'est juste. J'aimerais, si vous le voulez bien, avant de vous remercier, donner la parole à Anne-Marie, pour conclure... Ah, t'as pas de micro, le voici, il est là. Pour conclure notre café. Non, moi je veux juste annoncer que nous faisons maintenant la séance de dédicace du livre Algérie et qu'il me reste quelques livres sur le vivre ensemble de Marc Shepsoun. Oui, voilà, donc j'ai amené les livres au cas où vous en voudriez. Bonne soirée. J'aimerais remercier Anne-Marie, j'aimerais remercier nos intervenants qui étaient là ce soir. J'aimerais remercier à vous d'avoir été ici. Excusez-nous, parce qu'il y a des